9h pile poil, trop fort. Alors bonsoir, nous sommes en direct avec l'Université populaire de Saint-Dizier. Donc c'est la première, alors on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais bon. Bonsoir. Et donc on a des membres de l'Université populaire qui vont se câbler normalement. Et puis on a l'extrême joie et bonheur de recevoir une nouvelle fois Dominique Pagani. Pour nous parler du thème dont on a choisi cette année. Alors, il aurait dû venir l'année dernière, mais évidemment, vous savez ce qui s'est passé. C'était pas la Coupe du Monde, mais c'était voilà, la crise sanitaire qui s'est invitée, donc on n'a pas pu faire grand-chose autour de la question du monde. Et cette année, on est passé du monde à la révolution. Alors, d'où l'idée d'aujourd'hui de parler du monde d'avant et puis du monde d'après. Donc, puisque vous avez sans doute entendu cette expression-là dans la bouche de nombreux hommes politiques ou commentateurs de l'actualité, où il y aurait un monde d'avant et un monde d'après. Donc nous, ça nous a un petit peu titillé. Qu'est-ce que ça veut dire un monde d'avant? Qu'est-ce que ça veut dire un monde d'après, notamment avec une phrase qu'a prononcée Goethe, et Dominique nous dira peut-être dans quelles circonstances il a dit ça. Et c'était un monde, effectivement, là, qui s'effaçait petit à petit pour voir émerger un autre monde. C'est la fin du XVIIIe siècle, et c'est bien sûr la Révolution française. Et Goethe fait directement référence à Voltaire et à Rousseau, en disant, avec Voltaire, c'est un monde qui finit, avec Rousseau, c'est un monde qui commence. Voilà, donc là, peut-être qu'on saisit déjà un peu mieux de ce que c'est que le monde d'avant ou le monde d'après, puisque c'est un peu comme avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Hein. Donc, il y aurait eu un monde d'avant la Révolution française, et puis dont Voltaire aurait été l'incarnation un petit peu, un des derniers tenants de la monarchie parlementaire. Il voulait plutôt glisser la société française, la monarchie absolue, vers le modèle anglais, vers la monarchie parlementaire, alors que Rousseau, bien sûr, avait une toute autre idée de ce que c'est que le gouvernement d'une nation. Voilà. Et donc, Goethe, très avisé, constate qu'il y a un monde qui termine et qui est incarné par Voltaire, et un nouveau monde, un monde qui émerge, qui est celui de Jean-Jacques Rousseau, annoncé par Jean-Jacques Rousseau, mais Dominique connaît ça par cœur. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, depuis un an, nous sommes dans une crise dite sanitaire. Est-ce qu'elle est que sanitaire? Je ne sais pas, il ne me semble pas. C'est un peu plus large que ça. Et puis, il y aurait donc un monde qui aurait existé ou préexisté à cette crise sanitaire, et puis un monde d'après, aujourd'hui, qui n'est peut-être pas encore arrivé d'ailleurs, hein, mais dont on nous dit qu'il va arriver. Voilà. Alors hier, j'entendais une intervention, c'était sur les restaurateurs. Les restaurants sont fermés aujourd'hui, là, et beaucoup de restaurateurs ne sont pas contents. Il faut les comprendre. Et il y a un intervenant qui a dit, peut-être pour lancer la discussion, qui a dit, il me semble quelque chose d'intéressant, puisque la journaliste l'interrogeait, hein, et lui posait la question en disant, mais est-ce qu'il ne va pas falloir vous réinventer le métier, réinventer quelque chose, refaire quelque chose. Et j'ai noté un petit peu ce qu'il a dit. Il a dit ça, réinvention, point d'interrogation. C'est un mot dangereux. On ne réinvente pas. On ne réinvente pas de choses, on ne réinvente pas les choses, elles évoluent naturellement. Ce sont de fausses réinventions en période de crise. Il n'y a pas de rupture, mais plutôt une accélération des tendances passées. C'était déjà présent avant même le début de cette crise. Le mouvement s'est accéléré. Alors, sans le savoir, mais je trouve que c'est très hegelien et que, voilà, je pense que ça pose bien les choses, comme si la Révolution française avait lieu un mardi à 18h et qu'à 17h59, eh bien, on était dans l'ancien monde et qu'une minute après, on passait de l'autre côté, voilà, comme ça. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui se sont produites bien avant
les événements du 14 juillet 1789 ou la convocation des États généraux pour que aboutisse le nouveau monde dont parle Goethe. Voilà, donc mais je vais laisser la parole à Dominique, bien sûr, qui va nous parler un petit peu de tout ça, et puis qui va nous dire si finalement il existe un monde avant, qu'est-ce que c'est que l'avant, qu'est-ce que c'est que l'après, et si finalement, si on part de cet exemple de la Révolution française, la Révolution serait un nouveau monde, quelque chose qui apparaîtrait comme ça et qui n'aurait strictement finalement, qui aurait rompu tout lien avec le passé, qui serait entièrement nouveau, entièrement neuf. Voilà, Dominique, je te laisse maintenant la parole. Et merci encore à toi d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Eh ben, c'est moi qui te remercie, Bertrand, et qui remercie mes amis Bragard de me donner l'occasion, même virtuellement, de me retrouver un peu chez vous. Ça me manque. Même si, même s'il y a quelques centimètres de neige quand même, je veux dire. Oui. Je ne vais pas vous faire parler de la pluie et du beau temps, je ne suis pas là pour ça, mais enfin, il a neigé pour la première fois ce matin à Paris aussi. Mais enfin, il doit faire un peu plus doux chez nous et voilà quoi. Mais je suis ravi. Je sais que la chaleur humaine chez vous fait fondre tout ça. Voilà. Et je salue mes amis, mes camarades. Je suis très heureux de vous retrouver. Et ça me manquait. Bon, il y a mon chat qui commence déjà à me disputer mes 18 mètres carrés. Bon, tu restes à ta place. Pardon. Donc, je disais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller à l'écran? Mais c'est pas vrai, regarde ça. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller à l'écran? Mais c'est pas vrai, regarde ça. Hein. Bon. J'ai plus grand chose à dire. J'ai plus grand chose à dire parce que Bertrand a pratiquement dit l'essentiel là. J'ai plus grand chose à dire. Ah, j'entends des interférences là. Je m'entends moi en décalé. Ah ben c'est plus maintenant. Alors je pense qu'il faut peut-être que chacun coupe son micro, non? C'est pas ça? Il n'y a pas une histoire comme ça? Non, mais parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a lancé le direct en même temps et du coup qui avait le son décalé du direct. Ça arrive souvent en début de. Et là, c'est bon? Moi, il me semble que c'est bon là. Oui, c'est bon aussi pour moi. Ouais. Impeccable. Pardon, donc je disais, j'ai plus grand-chose à dire. Bertrand a vraiment condensé l'essentiel en quelques mots. Oui, je vais creuser ce qu'il a dit simplement. Hein. Oui, la phrase de Goethe, à savoir avec Rousseau un monde fini, avec Voltaire un monde fini, avec Rousseau un monde commence, pour moi c'est presque un sacrilège de comparer des changements aussi, comme il y en a presque tous les 20 siècles, pratiquement comme la Révolution française, laquelle succédait en tant que révolution politique à la révolution industrielle anglaise à peine une génération auparavant. Donc tout ça a été très rapide. Ça, c'est des craquements, encore une fois, des craquements dont nous ne sommes pas sortis. Hein. C'est des craquements d'où est issue notre modernité. Le monde industriel, la société civile bourgeoise, pour parler en termes de philosophie politique, dans laquelle nous sommes encore, et ce qu'on appelle le nouveau régime en histoire, tout ça se précipite à ce moment-là. Et pas seulement pour la France, n'est-ce pas? Les autres, y compris les monarchies, je pense à l'Angleterre ou aux pays scandinaves, se sont empressés de faire quelques réformes pour pas que ça arrive chez eux. Hein, parce que les peuples commençaient à prêter une oreille à une des plus belles phrases, n'est-ce pas, d'un de nos révolutionnaires. Je pense à Saint-Just et à son éternelle jeunesse, Saint-Just qui disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Les peuples, tout d'un coup, se sont aperçus qu'ils avaient eux aussi droit au bonheur et pas le laisser seulement à une poignée de privilégiés. Comparez ça, n'est-ce pas, sans même arriver jusqu'à Macron, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on nous fait croire que maintenant on vit une révolution sans précédent. Hein. D'abord, il y a Steve Jobs qui le disait chaque semaine. Vous vous rappelez, il arrivait devant tout un auditoire, il sortait un slip connecté, il disait « Ceci est une révolution ». Non, mais je ne plaisante pas. Alors, du coup, on le considérait comme un des grands génies du XXe siècle. J'ai vu que quand il est mort, il y a des followers, des jeunes gens, mais les pauvres, on les a élevés là-dedans, qui disaient qu'il était entre Einstein et Mozart. Vous vous rendez compte?
alors qu'il n'a fait que bénéficier des travaux faits par le Pentagone. Chacun sait que c'est l'armée américaine qui a créé l'Internet. Il ne faut pas oublier d'abord. Et voilà, je suis sûr que c'est un excellent ingénieur quelque part, mais je veux dire, mais ça, il y en a plein. Et c'est surtout un homme d'affaires avisé. Voilà, c'est pour dire, faites attention à ceux qui vous disent tous les jours, ceci est une révolution. Alors, il y a pour l'instant, ils y allaient mollo, ils parlaient de réforme. Chaque fois qu'il y avait un recul, ils appelaient ça une réforme. Et les Français ont compris de plus en plus que quand on dit il faut faire une réforme, ça veut dire il va y avoir une nouvelle étape dans la contre-révolution. C'est-à-dire que des acquis qui représentaient des luttes plusieurs fois sur plusieurs générations, je ne sais pas, la retraite par répartition, la sécurité sociale, que plus rien n'était garanti. Et la réforme, ça veut dire qu'on allait s'attaquer à tout ça. Et donc, non pas amener le monde de demain, mais revenir au monde d'avant-hier. Vous savez, à l'époque, par exemple, des journaliers, hein, quand on payait la main-d'œuvre à la journée, hein, il faut revenir en arrière parce que la mensualisation, la sécurité de l'emploi, la protection sociale, tout ça, c'est des luxes qu'on ne pourrait plus se permettre. Il faut faire attention. Moi, je ne suis pas contre le changement, mais le changement, ça se fait dans plusieurs sens. Hein. Les voitures, elles ont des marches arrière aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas pour rien. Hein. Alors, voilà, c'est ma réflexion préalable. Hein. Oui, Bertrand. Tu veux dire non, je t'écoute. Ah bon, non, je crois qu'il veut dire quelque chose. Non, non, vas-y. Alors, il y a deux textes. Alors, pour une fois, on me reproche de pas lire assez souvent Hegel, d'en parler, de faire les allusions, mais de ne pas en parler. Ben, écoutez, je vais satisfaire ceux qui trouvent que je ne le cite pas assez, mais il y a un passage dans la préface à la phénoménologie de l'esprit où il fait une excellente distinction entre l'évolution et la révolution, qui va nous être assez précieuse. Parce que je pense à... C'était un restaurateur que tu as cité. Oui, c'est un restaurateur qui... Ah, je suis en admiration, d'abord. Moi aussi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, faut que je réécoute parce que j'ai l'impression d'entendre que... D'abord, je valide à 100% le côté dialectique et hegelien de l'affaire, hein, de son propos. Mais en plus, il a très bien vu l'essentiel de la problématique quand il a dit il y a une évolution naturelle et ce qu'on appelle une révolution n'est souvent qu'une crise, n'est qu'une accélération à la faveur de la crise de tendances lourdes qui étaient déjà là. Bon, ben, il est clair qu'on a déjà ramené la partie notre propriété commune dans EDF. C'était pas rien EDF quand même. Le monde entier nous l'enviait. C'était le plus gros emprunteur pendant un demi-siècle, le plus gros emprunteur mondial sur le marché des capitaux. Vous voyez, ben maintenant il n'y a plus que 30% qui nous appartiennent dans EDF, à vous et moi. Vous voyez, c'est pour ça que je dis faut faire attention avant de lire le texte. Je prends un autre exemple. Quand on nous dit et vos retraites, parce que vous savez, pendant qu'on parle du Covid, pendant qu'on parle de notre santé, car on est très soucieux de notre santé. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que le Covid est une invention, que je ne suis pas dans ce complot-là. Moi, je veux dire, c'est grave. Et c'est un jeu impersonnel, car malheureusement, je ne suis pas le seul, mais j'ai des proches impliqués là-dedans, hein, surtout à mon âge, vous vous en doutez bien. Donc, je prends ça très au sérieux. Mais ce qui est scandaleux, et ce contre quoi je sens une colère collective monter de plus en plus, surtout au vu des derniers sondages d'ailleurs, c'est la récupération médiatico-politique de ce danger par ailleurs réel, pour faire passer des choses qui n'ont rien à voir avec notre santé. Et je reviens au problème des retraites, n'est-ce pas ? Qu'on est en train de rogner à portion congrue pendant qu'on nous parle de nous faire avaler des vaccins qui auraient dû être faits par l'Institut Pasteur, qui était connu dans le monde entier pour être le meilleur opérateur dans ce domaine-là, qui d'ailleurs, il ne faut pas oublier que la notion même de vaccin a été créée, n'est-ce pas, par Pasteur lui-même. Donc, dans sa version moderne. Donc, je rappelle, toujours avant de lire le texte, encore quelques précédents pour diluer cette soi-disant révolution, pour montrer qu'on fait du surplace, que le président précédent, il avait déjà pris comme slogan de sa campagne, le changement, c'est maintenant. Et Macron s'est fait élire avec un livre qui s'appelle Révolution. Voilà. Et puis il y avait Giscard, bien avant, qui avait déjà dit je vais faire le changement dans la continuité. C'est un petit malin, lui, vous voyez, il prenait les conservateurs. Mitterrand, il me semble. Pardon ?
Mitterrand en 81, c'était ça aussi. Hein. Oui, les deux. Il a repris de Giscard. Ils étaient très proches d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils se sont crêpés le chignon. Hein, ils se disputaient le même créneau, créneau post-vichiste, enfin la droite non, anti-gaulliste, si vous préférez, n'est-ce pas? Je dis la droite, hein, parce que, sans polémique, parce que Mitterrand, lorsqu'il a été désigné comme secrétaire de ce qu'on appelait à l'époque, en 71, le nouveau Parti socialiste, il n'avait même pas sa carte au PS. Il venait de la droite, vous savez, de ceux qui, après la guerre, se sont cachés un peu du côté des sans étiquette, divers modérés, divers droite, centre-gauche, centre-droit, oui, ça va, oui. Voilà, ce que j'appelle, moi, l'abominable extrême-centre. Bon, qui, malgré les apparences, contient plus d'extrémistes que de gens modérés. Surtout quand il s'agit du social, ils n'y vont pas de même ordre. Rappelez-vous Raymond Barre. Bon, plus il nous parlait d'austérité, plus il prenait de la bedaine, hein, quand même. Je reviens à notre propos, justement à propos du changement, c'est maintenant. Je ne vais pas lire le texte sur évolution et révolution tout de suite, je vais précéder par un autre qui se trouve dans une autre préface, celle à la philosophie du droit. Et oui, c'est mon côté paresseux, je ne lis que les préfaces, après je baille et je m'endors. Non, allez, soyons sérieux. Regardez comme c'est bizarre, ceci est écrit en 1820. Vous allez voir l'actualité. Pardon. Mais comme je n'ai pas perdu ma page. Excusez-moi. Je l'avais là. Voilà. Actuellement, on dirait que c'est dans les questions qui ont trait à l'État. Il s'agit de son testament politique, en 1820, les principes de la philosophie du droit. Que c'est dans les questions qui ont trait à l'État que se trouve la plus forte racine des représentations selon lesquelles la preuve d'une pensée libre serait un apparent non-conformisme et même l'hostilité contre les valeurs reconnues publiquement. Et par conséquent, une philosophie de l'État semblerait avoir spécialement pour tâche d'inventer et d'exposer une théorie de plus, et bien entendu une théorie nouvelle et particulière. Quand on voit cette conception et les procédés qui en résultent, on peut se figurer qu'il n'y a jamais eu aucun État, aucune constitution politique dans l'histoire sur la Terre, qu'il n'y en a pas actuellement. Ce serait, écoutez bien à partir de là, ce serait à partir de maintenant, et là il y a une parenthèse capitale, et ce maintenant se renouvelle toujours indéfiniment, qu'on aurait tout à recommencer du début. Et le monde moral et politique aurait attendu jusqu'au moment présent pour qu'on le pense à fond et pour qu'on lui donne une base. Voilà, fin de citation. Avouez que ça ressemble un petit peu à ce qu'on nous raconte. Hein. Tous ceux qui préparent un sale coup vous font croire que l'enrobe sous un bling-bling de nouveauté. D'accord? Parce que la plupart des gens, ils aiment bien, ils aiment bien avoir un souffle d'air frais, du nouveau. Moi aussi, hein, moi le premier. C'est le principe de la publicité, un peu quand même. Ça. Exactement. Des gens comme Macron, ils ont été élevés là-dedans, dans le marketing financier, politique, commercial, je veux dire, surtout commercial. Lui, je connais bien sa carrière. Maintenant, je vous lis ce texte plus théorique, plus général, très sérieux, moins ironique, moins polémique, sur la dialectique de l'évolution et de la révolution. D'abord, il commence par dire: du reste, il n'est pas difficile de voir que notre temps est un temps de gestation et de transition à une nouvelle période. Vous voyez, là, évidemment, toute l'Europe est en train de vibrer au craquement auquel je faisais allusion tout à l'heure et que Bertrand a très bien introduit avec la citation de Goethe. Et là, c'était vraiment des craquements qu'il ne faut pas sous-estimer. Et donc, il parle. N'oubliez pas que Hegel, c'est la génération qui a eu 20 ans au moment de la prise de la Bastille. Hein. Il est né en 1770, vous voyez, à un an près. Donc voilà. Hein. Il n'a jamais cessé jusqu'à la fin de sa vie de vouer une admiration aux révolutionnaires français. J'ajoute même cette petite. C'est pas une anecdote, c'est du sérieux. Il disait assez ironiquement: nous, les Allemands, nous sommes profonds. C'est la réputation qu'on a. D'accord ? Nous sommes profonds. Nous pensons la révolution. Les Français, ils la font.
Nous pensons, mais nous pensons ce qu'ils ont fait. Voilà, une petite boutade que Marx reprendra plus tard, n'est-ce pas? Je reviens au texte. Il n'est pas difficile de voir que notre temps est un temps de gestation, il s'agit de la transition de l'ancien au nouveau régime, hein, rien que ça, et de transition à une nouvelle période. L'esprit, ça veut dire l'histoire chez lui, hein, je le dis vite, hein, sans démontrer. L'esprit a rompu avec le monde de son être là et de la représentation qui a duré jusqu'à maintenant. On parle de l'ancien monde. Hein. Il est sur le point d'enfouir ce monde dans le passé et il est dans le travail de sa propre transformation. Vous voyez, là, on est loin du changement brusque de ce que faisait allusion Bertrand, ironiquement. Lui, il dit le mardi à 18h, moi, en général, je dis, c'est pas le 31 décembre à minuit qu'on est passé, je sais pas moi, de l'animal à l'homme, ou de l'ancien régime au nouveau régime, ou de l'Antiquité au Moyen-Âge, ou du Moyen-Âge à la Renaissance. Voilà. Tout ça, c'est les transitions qui ont une épaisseur temporelle. Donc voilà, hein. Il est sur le point d'enfouir ce monde dans le passé, c'est un très beau texte, et il est dans le travail, vous savez, le même mot qu'on emploie pour un accouchement, hein. Il est dans le travail de sa propre transformation. En vérité, l'esprit ne se trouve jamais dans un état de repos, et voilà la thèse qu'il avance tout d'un coup. Maintenant, on s'aperçoit que ça bouge. En fait, ça n'a jamais cessé de bouger. Mais quand c'est l'évolution, on ne s'en aperçoit pas. Quand vous voyez les informations, vous voyez, je ne sais pas moi, les propos d'une ministre sur les, comment ça s'appelle, les intersectionnels, je ne sais pas très bien, je veux dire, vous voyez, la lutte des homos, des hétéros, des Hutus, des Tutsis, des Corses, des Français, T'es bien cisgenré quand même. Des femmes bourgeoises contre les hommes prolétaires. Bon, je dis ça pour défendre les femmes prolétaires qui sont exploitées par des femmes et des hommes bourgeois. Hein, je rappelle au passage que des femmes comme Madame Lagarde, Madame Merkel, et j'en passe, et bien d'autres, et Madame Thatcher avait donné le là déjà, quelques générations auparavant, n'est-ce pas, se moquait pas mal de savoir si les millions de femmes qu'elle mettait au chômage, comment elles allaient s'en tirer. Hein. Bon. Quand je parle de féminisme bourgeois, c'est pour défendre le féminisme, le sérieux. Donc, vous voyez, cette évolution lente dont on ne perçoit pas pendant que, je reprends mon propos, les médias attirent notre attention sur des péripéties, sur de l'anecdote, du bling-bling, sur ce que devient tel chanteur à la mode, peu importe. Pendant ce temps, je veux dire, il y a des bouleversements dans les modes de production. Il y a 200 millions de Chinois qui passent d'une misère millénaire, n'est-ce pas, à l'eau courante. C'est pour ça qu'ils sont une vraie menace. C'est qu'ils challenge, pas vous et moi, c'est pas nos concurrents à vous et moi, mais c'est des concurrents à ceux qui pensaient qu'ils étaient seuls à mettre le monde en pièces, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous voyez, et ça, c'est silencieux, les grands. Alors, je prends le texte et je poursuis. En vérité, l'esprit ne se trouve jamais dans un état de repos, mais il est toujours emporté dans un mouvement indéfiniment progressif. Seulement, il en est ici comme dans le cas de l'enfant. Je vous parlais d'accouchement. Vous voyez, il reprend la même métaphore. Il veut dire l'enfant, il veut dire, je connais le texte en allemand, c'est le nouveau-né, enfin, le fœtus. Comme dans le cas de l'enfant. 2 points. Après une longue et silencieuse nutrition de 9 mois, n'est-ce pas, la première respiration, dans un saut qualitatif, interrompt brusquement la continuité de la croissance seulement quantitative. Et c'est alors seulement que l'enfant est né. Superbe démarquage entre l'évolution silencieuse, n'est-ce pas, de l'embryon dans le sein maternel et de ce qui est vraiment une personne qui commence sa carrière, si je puis dire, sa carrière dans la vie, n'est-ce pas, par la première respiration. C'est un seuil. Oui. Et je le dis pour ceux qui s'intéressent aux classiques du marxisme, ça peut servir par les temps qui courent. Vous savez, l'importance de la notion de seuil dans la méthode dialectique, n'est-ce pas?
le passage de la quantité à la qualité, le passage de H2O liquide que vous avez dans les bouteilles d'Évian à la glace que vous allez avoir. Méfiez-vous demain sous vos pieds et sous vos pneus, dans votre région surtout. Ce passage-là, il a l'air progressif, mais chacun sait que la température baisse d'un litre d'eau comme ça, et puis il suffit de donner une petite tape, tac, et ça se cristallise d'un coup, comme ça, la glace, n'est-ce pas? Voilà. C'est la cire de Descartes aussi. Hein. Exactement, exactement. C'est la notion de seuil qui montre le passage de la quantité à la qualité. C'est ce que vient d'illustrer Hegel ici. Lorsque les coups de boutoir silencieux dont je parlais tout à l'heure ont été suffisamment nombreux et multipliés, il y a tout d'un coup des craquements, hein, un peu comme pour les tremblements de terre. Vous savez que c'est le magma en fusion qui travaille en permanence le centre de la Terre, et des fois, il a tellement travaillé qu'il trouve une brèche et hop, n'est-ce pas, ça fait un tremblement de terre, un peu toujours dans les mêmes coins, là où les plaques C'est se la rencontrent. métaphore de Hegel aussi, je crois, avec l'arbre qui tombe et la forêt qui pousse. Hein. Oui, bien Oui. sûr, c'est les mêmes problématiques. Donc, il a donné son image de l'embryon qui devient une personne. Et il reprend sa comparaison ainsi, l'esprit qui se forme, on voit bien que c'est très concret, l'esprit, c'est pas du tout l'esprit au sens d'une vapeur, n'est-ce pas? C'est pas l'esprit qu'on convoque en faisant tourner les tables, ça, hein, c'est l'histoire, hein, dans toute sa concrétude économique, artistique, guerrière, malheureusement, etc. Ainsi, l'esprit qui se forme mûrit lentement et silencieusement jusqu'à sa nouvelle figure, désintègre fragment par fragment l'édifice de son monde précédent. Là, je m'arrête parce que ça rend encore plus concret la phrase de Goethe. Parce que la phrase de Goethe, elle résume, avec cet art qu'il a de trouver la formule qui condense tout, mais il y a des allusions qu'il faut préciser. Avec Voltaire, un monde fini. Oui, Voltaire, c'est la termite qui ne cesse de ronger le bâtiment, ce que dit Hegel. Dans l'ancien monde, il a ce mérite, Voltaire. C'est la termite qui ronge qui ronge l'ancien monde, n'est-ce pas? Il se trouvait une fois à une table où il agaçait un peu le maître de maison, qui était un oblio. Hein. Voltaire, il est né dans les milliards. Hein. Son père était un grand avocat de la place de Paris. Et quand Rousseau faisait l'école buissonnière sur les routes, Voltaire, il était à Louis le Grand. Hein, je veux dire, bon. Donc, il faisait partie de l'establishment bourgeois. Mais enfin, c'était une société castée à l'époque, avant la Révolution. Et un bourgeois comme lui n'avait pas à s'attaquer, n'est-ce pas, à certaines figures de la noblesse. Et ce qu'il était en train de faire, il plastronnait, on peut lui faire confiance, à une table, jusqu'à ce que M. de Rohan, en personne, une des plus grandes familles, c'est un peu de chez vous, hein, les Rohan, là. C'est lié aux cardinaux de Lorraine, quand même. Quand je dis chez vous, je parle de l'Est. Je parle de l'Est profond. Hein. Bon, quel est cet individu qui persifle et qui n'a même pas de nom? Et là, Voltaire lâche cette phrase superbe: Monsieur, mon nom commence, vous finissez le vôtre. Vous voyez? Donc, il attaque surtout la religion, Voltaire. Mais la religion, c'est important, c'était un des piliers, pas la religion, pas le contenu de la religion, je respecte. Tout premier, n'est-ce pas? Mais l'institution religieuse, ce que en philosophie on appelle la religion positive, celle qui est posée là, n'est-ce pas? Que quand on est né, déjà, on vous dit, ah, demain c'est le dimanche des rameaux. Bon, vous voyez, c'est voilà, la religion établie, n'est-ce pas? Et je respecte tous ceux qui, en étant aussi croyants, ont passé des siècles à protester contre les abus de la religion positive, que ce soit Saint François d'Assise, que ce soit, n'est-ce pas, ceux qui protestaient contre le commerce des sacrements. Vous savez, à l'époque où on vous remettait vos péchés si vous donniez une petite somme d'argent, quoi. Ou alors on faisait le commerce des reliques. Vous savez, on vous vendait un barreau de l'échelle que Jacob vit en songe, ou une plume tombée de l'archange Gabriel quand il a fait l'annonciation. Non mais je plaisante pas, c'était les trucs qui valaient des fortunes. Bon voilà, allez, soyons sérieux. Donc, Voltaire, il a travaillé à ce niveau-là. Et jusqu'à ce que l'immeuble patatras. Oui, mais après, il faut construire. C'est là que Rousseau intervient. Rousseau, c'est celui, je pense en particulier au contrat social, n'est-ce pas, qui pose les bases de ce que pourrait être un nouveau deal,
je parle un peu branché, enfin en termes historiques, entre les hommes, n'est-ce pas? Donc, basé sur la liberté et non plus sur la naissance. Parce qu'il fallait naître noble pour être noble, jusqu'en 1610, hein, jusqu'à ce que les nobles étaient tellement fauchés que, n'est-ce pas, ils ont commencé à marier leurs filles à des bourgeois, c'est ce qui s'appelait redorer le blason, vous savez, à l'époque, et qu'il a été décidé par M. Paulet, P-A-U-L-E-T, un conseiller d'Henri IV. Et c'est pour ça qu'on appelle sa loi l'édit de la Paulette, qui a un énorme retentissement historique. Il a été institué ce qu'on a appelé la vénalité des charges. Vous savez, avant, il fallait naître noble pour être noble. Maintenant, on pouvait le devenir, mais il fallait casquer. Voilà. Vous voyez qu'il y a des progressions. Donc, ça, c'est des évolutions. Donc, je reprends le texte. Ainsi, l'esprit qui se forme mûrit lentement et silencieusement jusqu'à sa nouvelle figure, désintègre, voilà pour Voltaire, fragment par fragment l'édifice de son monde précédent. L'ébranlement de ce monde est seulement indiqué par des symptômes sporadiques. Deux points, la frivolité et l'ennui qui envahissent ce qui subsiste encore, c'est très bien vu dans les salons, n'est-ce pas, de la fin du XVIIIe siècle, il y a des symptômes de décadence, n'est-ce pas, du marquis de Sade jusqu'à la nouvelle sensibilité. La frivolité et l'ennui qui envahissent ce qui va être bientôt le mal du siècle. Ce qui subsiste encore, le pressentiment vague d'un inconnu sont les signes annonciateurs de quelque chose d'autre qui est en marche. Cet émiettement continu qui n'altérait pas la physionomie du tout est brusquement interrompu par le lever du soleil qui, dans un éclair, dessine en une fois la forme du nouveau monde. Texte extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, c'est accablant comme différence par rapport à ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas un soleil qui éclaire un nouveau monde, ce qu'on est en train de nous sortir. Comme dit très bien ton restaurateur, c'est les tendances lourdes de la casse sociale qui a commencé depuis maintenant près d'une génération et demie, qui connaît une accélération, c'est son terme, non? Oui. Une accélération significative. Voilà pourquoi je tenais à commencer par ces deux références. Ceci dit, je voudrais rester dialectique, c'est-à-dire oui, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Je ne sais pas si après il y aura un nouveau monde, je n'aime pas la formule, n'est-ce pas? Le monde, il en a vu des gens qui parlaient de nouveauté. Je fais allusion ici, tenez, je tiens mon fil. Vous inquiétez pas, au film Les Enfants du Paradis, je présume que quelques-uns d'entre vous l'ont vu, c'est un des films les mieux référenciés de l'histoire du cinéma, et c'est l'âge d'or du cinéma français, dit-on. Or, à un moment donné, le père de Baptiste, qui travaille pas, comme homme de théâtre au Funambule, un petit théâtre très populaire, où viennent justement le prolétariat parisien au paradis, là où les places sont pas chères, là-haut, là. Il dit à un moment donné dans les coulisses, le public il demande toujours de la nouveauté, de la nouveauté. Ah, mais c'est vieux comme le monde, ça, la nouveauté. Il en sait, lui. Bon. Voilà. Donc, je voudrais être dialectique. Démystifier ce qui se prétend nouveau et qui est la vieille soupe qu'on veut nous faire de nouveau régurgiter. J'ai fait allusion tout à l'heure au retour, je sais pas moi, bientôt au travail à la solde journalière, tant qu'on y est, ou aux assurances sociales privées, la retraite par points, vous voyez tout ce qu'on nous prépare. Mais d'un autre côté, il y a un vrai changement. Je ne sais pas ce qu'il en sortira. Je ne suis pas sûr que ce soit le soleil éclairant un nouveau monde radieux. Mais pour l'instant, je suis un vieux bonhomme, j'ai un peu plus de 75 ans, je n'ai jamais vu ce qui se passe. Donc voilà. C'est-à-dire que les révolutions, dans l'imaginaire et sans doute dans la conscience de beaucoup de gens, c'est la référence, c'est la Révolution française et c'est nécessairement un progrès social. Or, il y a des révolutions qui ne sont pas nécessairement des bons en avant, mais plutôt des réactions. Oui, puisque tu en es à la réaction, tu me prends les mots de la bouche. Pétain parlait de révolution nationale. Donc, mais bien sûr, tu anticipes en plein à ce que j'allais dire. Moi, j'avais carrément franchi le Rhin, je ne m'étais pas contenté de Pétain. Il ne faut pas oublier que les nazis parlaient d'ordre nouveau.
et de révolution nationale. Le mot révolution était très fréquent, donc tu as bien raison. Il n'y a rien de plus dangereux que ces époques où les concepts se pervertissent. Les conducteurs automobiles savent très bien que l'heure la plus dangereuse, c'est ce qu'on appelle entre chien et loup. Vous savez, quand la nuit n'est pas tout à fait tombée, hein, et surtout s'il pleut un peu sur le pare-brise et tout ça, la visibilité est mauvaise. Il vaut mieux la nuit où les choses sont claires ou le jour, mais entre les deux, là, c'est ce qui est en train de se passer. Vous savez, on parle de rouge-brun. Vous voyez, des gens qui remettent au goût du jour des idées qu'on croyait disparues avec les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale se font passer pour des gens de gauche. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais dans mon enfance coloniale, je ne suis pour rien, moi je suis né dans une famille qui, comme beaucoup de Corses, avait fui la misère corse de l'administration coloniale. Vous vous doutez bien que dans l'entourage de mes parents, c'était des gens très conservateurs, comme l'expatriation en moyenne, n'est-ce pas? La plupart avaient collaboré avec les Japonais en Indochine, où je suis né, qui s'appelle maintenant le Vietnam. Mais comme ici, il y en a qui collaboraient avec les Allemands, c'est le même truc. Or, un refrain qui revenait souvent dans ce monde-là, c'était on n'aurait jamais dû leur apporter le progrès. La radio, les trucs récités, ils étaient plus heureux avant. C'était vraiment l'extrême droite qui disait ça à l'époque, vous voyez, qui était furieuse des luttes contre la colonisation. Maintenant, n'importe quel écolo vous sort ça. Il faut laisser les Indiens dans leur tradition comme ils sont et qu'il ne faut pas leur imposer un progrès. Bref, ce que fait la Chine, qui est à l'heure de prendre 200 millions de personnes de la misère, je sais pas, et d'y ajouter un confort. Je pense au Niger, où j'ai vécu longtemps, où les gens font. Le Niger a le record mondial du taux de natalité. C'est pour ça que j'en parle là pour un exemple précis. C'est que là-bas, croyez-moi si vous voulez, mais la moyenne, le nombre d'enfants par famille, c'est 9. Par foyer, hein, je ne parle pas de famille élargie, 9. Pour en garder 2. Car les 4/5e meurent entre 0 et 5 ans. De maladies qui, pour la plupart, il suffirait d'avoir de l'eau propre, n'est-ce pas, de l'eau courante avec un peu de chlore dedans, n'est-ce pas, pour les éviter. Je pense au choléra, à la dysenterie, voilà, je peux vous dire. Bertrand fait bien de nous mettre en garde que le changement, c'est un terme neutre pour l'instant. Ça peut changer de A vers B ou de B vers A. Hein. Je veux dire, ça peut changer en allant en avant, ça peut changer en allant en arrière. Le changement de la maladie vers la santé, c'est bien. De la santé vers la maladie, c'est moins bien. Mais tout ça, c'est des changements. Donc voilà, le monde d'après, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a quelque chose de calculé, sans être complotiste, je vous l'ai dit. Il y a une maladie qui est sérieuse, mais elle tombe à pic, si je puis dire. Et croyez-moi que les précédents, qu'on avait un peu oublié, qu'on commence à reparler maintenant pour faire des comparaisons, je pense au SRAS, je pense à la grippe aviaire, n'est-ce pas, à ces pandémies qui avaient circulé. Je pense que déjà, ça a fait réfléchir beaucoup de milieux qui se sont dit, bon sang, quand on voit les réactions, les terreurs populaires, il y a de quoi faire là. Où je veux en arriver? Au fait, maintenant, je vous demande un petit effort de mémoire, que juste avant le Covid, juste avant, qu'est-ce qui était d'actualité? L'imminence de la plus grave crise économique depuis l'après-guerre. Lisez les journaux de l'époque. Enfin, les journaux, télévisés, papier, peu importe. Revoyez les médias. Aux États-Unis, on ne parlait que quand est-ce que viendra ce qu'ils appellent le Big One. C'est la même expression que pour le tremblement de terre qui, un de ces jours, devrait affecter, je ne le souhaite pas, San Francisco, Los Angeles, avec la Californie sur une faille sismique. Bon, qui redoute, un de ces jours, non pas une petite secousse comme ça, qui abîme un peu les voitures et les toits, mais qui serait beaucoup plus meurtrière, et qu'ils appellent le Big One. Mais ils ont la même expression. Quand est-ce qu'on aura le Big One? Depuis le déclenchement, alors maintenant je fais de l'anamnèse contre l'amnésie à laquelle on nous a forcé depuis pratiquement. N'oublions pas que nous sommes en crise d'après les intéressés eux-mêmes depuis 2008. La crise dite des subprimes, qui a été le déclencheur, bien sûr.
Et ça faisait des années qu'on nous disait que ce qui ne va pas économiquement, c'est surtout en France, c'est le nombre de fonctionnaires, de parasites, de secteur public qui est démesuré, des impôts qui sont trop. Enfin, vous l'entendez 50 fois par jour, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Et voilà que patatras, la crise, elle ne vient pas de ça. Non, ce n'est pas ça qui est dangereux pour l'économie, mais de gens qui vendaient de l'immobilier aux États-Unis sans règles, sans foi ni loi, si vous préférez, n'est-ce pas? Et qui fait que tellement de personnes ont vu leurs économies partir en fumée et qui n'ont toujours pas de toit. Et que ceux qui en avaient un, ils sont maintenant sur les trottoirs. Vous avez vu des images là-dessus, je n'insiste pas. Donc, il ne faut pas oublier qu'il devait se passer quelque chose. Car qu'est-ce qu'on a fait depuis pour sortir de la crise? Je parle de celle qui a commencé en 2008 pour m'en tenir là. Je ne remonte pas aux crises du dollar dans les années 60-70, n'est-ce pas, les droits de tirage spéciaux, le choc pétrolier. Vous voyez, non, je prends la plus récente, celle qui a initié la période qu'on vit. Et qu'est-ce qu'on a fait pour y remédier? Vous le savez comme moi, parce qu'on en parle tous les jours, les banques centrales, depuis, à commencer par la plus puissante du monde, la Bird a pris des lances à incendie pour éteindre l'incendie. Sauf que au lieu de l'eau, elle a mis de l'essence pour éteindre l'incendie. C'est en arrosant l'économie capitaliste de milliards et de milliards de liquidités. Non, non, ce n'est pas dans vos poches, ne les cherchez pas. On le saurait, n'est-ce pas, ni dans les miennes, hein, bien sûr. Mais jamais les entreprises n'ont été arrosées avec autant d'argent pour les soutenir. Vous voyez? Et ça ne vous rappelle pas quelque chose qui se passe maintenant? Moi, je redoute, moi, le printemps prochain, parce que officiellement, je suis très prudent, parce que tout change en ce moment. Au niveau je parle ici des consignes officielles. Hein. Un jour le masque, un jour pas, un jour c'est 20h, un jour c'est 18h le couvre-feu. Voilà, je fais allusion à une manière de nous tenir en alerte en permanence. Je veux dire que si on allait se faire aussi bien dans 10 ans, on en est au 27e confinement. Hein. Je n'exclus rien. Hein. Pour l'instant, je laisse l'hypothétique. Je reviens à des choses solides. Je redoute le printemps. Pourquoi? Parce que pour l'instant, les aides au travail à domicile, n'est-ce pas, à certains secteurs plus frappés que d'autres, des aides qui, plus on s'élève dans la hiérarchie économique, plus on va vers les grosses boîtes, plus ces aides sont substantielles, soyez en passant. Moi, je connais déjà 2 amis restaurateurs qui ont mis la clé sous le paillasson. Hein. Mais ces aides-là, elles arrivent à expiration fin mars. Alors, attendez, rappelez-vous, avant la crise, on disait que le problème, c'est la dette. Vous vautrez dans la consommation, vous n'êtes pas sérieux, vous vivez au-dessus de vos moyens. C'est ce qu'on entendait tous les ans de l'économie des grands prêtres de la religion libérale. C'est bien ça qu'on entendait. Et c'était les Allemands qui tapaient le plus sur la table, l'orthodoxie. Vous, les Grecs, là, hein, après leur avoir vendu, les Allemands, des armes, je veux dire, qui ont détruit entièrement la balance commerciale grecque, n'est-ce pas? Ils ont encaissé, ils ont facturé, ils sont fait payer. Après, ils ont dit, vous êtes endettés, c'est pas bien. Bon, attention, hein. Et je ne bouffe pas du boche, hein. Chacun sait que je suis germanophile de culture, plus que Bertrand. Je sais, Bertrand, lui, comme beaucoup de gens de votre région, qui a quelques raisons de se méfier un peu de ce qui vient de l'Est. Un an en Allemagne, ça calme avec l'uniforme. Ben oui, non, bien sûr. Mais je ne peux pas résister au plaisir. Je m'absente 3 secondes le temps de vous trouver une source, vous allez voir, vous allez vous régaler, mais qui est très actuelle. Vas-y. On est en direct, je pense. Alors oui, justement, je vous sors ça. Voilà. Je vais retrouver la phrase de Gramsci qui résume un peu ce que tu as dit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître. Et les monstres, c'est le moment des monstres. Surgissent les monstres. Voilà, tu connais bien. Donc là, je pense que… Exactement. Oui, alors, vous voyez, je ne suis pas sectaire. Je vous sors du Nietzsche. Tout le contraire de Hegel et de Marx, n'est-ce pas? Mais il écrit très bien. Il le sait, c'est le seul. Il sait qu'il est celui qui écrit le mieux en Allemagne à l'époque. Alors, il vous dit ceci, n'est-ce pas?
Il fut un temps où l'on avait coutume de décerner aux Allemands l'épithète, je parle des Allemands là, je vous ai dit, je suis plutôt germanophile de culture, mais parce que c'est eux qui dirigent l'Europe, hein, attention, hein, sinon ce ne serait pas d'actualité ce que je vous dis. Et ça commence à son époque. Il fut un temps où l'on avait coutume de décerner aux Allemands l'épithète louangeuse de profond. Vous voyez, on y revient. À présent, c'est à de tout autres honneurs qu'aspire l'Allemand. Quand il dit à présent, c'est que l'Allemagne venait d'écraser, pas loin de votre région, la France, à Sedan, hop, l'Alsace-Lorraine en 24 heures. Bon. Et à présent, c'est à de tout autres honneurs que la profondeur qu'aspire l'Allemand. Et toute profondeur lui semble sans doute un manque d'allant. Vous voyez, hein, les Panzers, il leur faut du carburant, hein, pas de la profondeur. Hein. Il est donc presque actuel et patriotique de se demander si cet éloge ancien n'a pas été de tout temps une erreur. Bref, si la profondeur allemande n'est pas en réalité autre chose et pire, une qualité dont nous sommes, Dieu merci, sur le point de nous défaire. Je vous saute un long passage sur le caractère allemand, je vous le passe. Mais la chute, elle est tellement bien vue, je ne peux pas m'empêcher de vous la lire. Je pense à Mme Merkel, parce qu'aujourd'hui, c'est son jour. Elle est remplacée depuis aujourd'hui par un nouveau secrétaire général de la CDU, là. N'est-ce pas? Enfin, secrétaire général, président. La profondeur allemande n'est trop souvent qu'une digestion pénible. Bon, ça, c'est autre chose. Oui, ben, Nietzsche oppose les cultures de la bière aux cultures du vin. Voilà. Et de même que tous les malades chroniques, tous les dyspeptiques ont une tendance à l'indolence, l'allemand aime la franchise et la bonhomie. On l'appelle maman, Madame Merkel en Allemagne, vous savez ça. Mutti. Mutti. C'est pas mère, c'est maman, hein, c'est très familier. Donc, et de même, l'allemand aime la franchise et la bonhomie. Il est si commode d'être franc et bon enfant. C'est peut-être aujourd'hui de tous les déguisements auxquels s'entend l'allemand le plus dangereux. Ce texte est incroyable. Et le mieux réussi, cette honnêteté allemande, familière, prévenante, qui joue toujours carte sur table, qui n'a pas l'arrogance du français, vous avez sous-entendu, hein, qui joue toujours carte sur table. C'est son talent véritablement méphistophélique et qui peut mener loin. Il écrit ça à 2 pas, historiquement, des 2 guerres mondiales qui vont ensanglanter le monde et l'Europe. Quand même. Et qui peut mener loin. Et là, regardez, c'est un bijou. L'Allemand se met à l'aise. Il fixe sur vous le regard vide de ses honnêtes yeux bleus d'Allemand. Et l'étranger aussitôt de le confondre avec sa robe de chambre. C'est pas beau, ça? Voilà. Il est drôle, en plus. Ah non, mais il est étincelant, même. Voilà. Mais enfin, comme il dit le contraire à la page 14 de ce qu'il dit à la page 13, en général, c'est bon, il a le droit. Hein. C'est sa marque de fabrique, un peu. Quand même. Oui, tout à fait. Donc, je reprends ce propos. Il ne faut pas, quand c'est les moments de crise comme ça, il faut absolument, c'est le moment où il faut être le moins amnésique. Parce que ça va très vite. Moi, il y en a plein qui me disent depuis le Covid et le confinement, je ne sais plus, je perds la notion du temps. Vous avez dû l'entendre, des choses comme ça. Les jeunes. Le fait de ne pas avoir le même décor, tout ça, de ne pas avoir l'alternance domicile-travail, je veux dire, mais je perds mes repères. Vous voyez? Donc, en plus, vous savez, c'est su, tout ça. Un pouvoir est entouré d'une armée de consultants, de spécialistes, de choses qui sont à son service. Il ne faut jamais oublier. Ne prenez pas trop au sérieux l'individu Macron. C'est un petit fondé de pouvoir de banque à l'origine, n'est-ce pas? Et qui a été poussé en avant, de même que le petit Bush, je veux dire le Bush Junior, là, celui qui a déclenché les guerres en Irak, celui qui montrait aux journalistes, vous savez, le médaillon de sa ceinture sur son jean, en disant, voyez, ça c'est l'emblème du Texas, c'était un débile. Hein. Bon, un newborn, comme on dit là-bas, vous savez, qui avait renoncé à l'alcool, qui était tombé au pied des évangélistes. Bon, c'est ces gens-là que les milieux sérieux, les milieux d'affaires mettent en avant, parce que c'est des gens qui ne savent pas éternuer et marcher sans les conseiller. Hein. Vous voyez ça? Non, c'est important ce qu'on voit. Et Macron fait parfaitement l'affaire à ce niveau-là. Donc, il doit être très bon techniquement dans son domaine. Hein. Les achats de boîtes, les fusions-acquisitions, tout ça, il connaît bien. Hein. Mais enfin, ça ne concerne pas vos intérêts et les miens, ça. Sauf négativement. C'est pour ça, je vous dis, c'est le moment où, moins que jamais, il faut
se laisser chouraver sa mémoire. Je rappelle que juste avant la crise du Covid, on ne parlait que d'impasse et qu'on allait arriver à une catastrophe économique. Que le déficit américain, depuis il a triplé, hein, que le déficit américain était devenu insupportable. Je vous dis, ils arrosent un incendie avec des pompes à essence. Le Japon est à 240% de dette. Mais oui, 240% de dette. Chez nous, n'est-ce pas, on pousse des cris d'orfraie parce qu'on vient de dépasser les 100% à la faveur du Covid. Ce n'est pas le moment d'oublier ces choses précises. On n'est pas dans la spéculation métaphysique, là, n'est-ce pas? Ce sont des repères sérieux. Alors, comme on ne peut pas cacher le soleil avec son doigt, comme dit un proverbe africain, mais qu'on doit utiliser en dehors de l'Afrique, à mon avis, parce qu'il est trop bien vu, comme on ne peut pas cacher le soleil avec son doigt, les pouvoirs savent, je dis les pour ne pas être paranoïaque, ce n'est pas un individu, les pouvoirs savent que de plus en plus de gens se rendent compte de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'argumentaire, de la communication. Là aussi, il y a des consultants qui disent voilà comment ils font présenter les choses. Quand on vous dit mais enfin, arrêtez de nous embêter avec la dette. Enfin, le Japon, il a 240%. Et tout hyper libéral qu'il soit. Donc, ce n'est pas la Sécu ou les indemnités chômage qui font la dette. À ce moment-là, ils vous disent oui, non, mais au Japon, le gros de la dette est détenu par les Japonais. Bon sang, les mêmes qui nous disent qu'est-ce qu'il y a, vous parlez français, hexagone, mais vous êtes des repliés sur votre précaré, là, il faut être mondialisé. Et voilà qu'ils font l'éloge des Japonais, eux, de détenir leurs dettes. Vous voyez, on a affaire à des voyous, hein, je veux dire, je ne crains pas le mot, c'est un Corse qui vous parle. Donc voilà, tout ça, alors c'est pas le monde d'avant, c'est malheureusement ce qu'il y a de pire dans le monde de toujours. Je ne dis même pas l'ancien ou le nouveau, dans le monde de toujours, n'est-ce pas? Alors, je réfléchis quand même sur le présent, sur ces changements sans précédent dans notre mode de vie. Là, alors on nous dit, ça, au début on nous disait il y en a au moins pour un trimestre, après on nous a dit il y en a pour le semestre, maintenant on n'en voit plus la fin. Oui. Et moi je discute autour de moi, il y a de plus en plus de gens inquiets dans tous les milieux, dans toutes les classes d'âge, hein, qui se demandent quand est-ce que ça va finir. Et je fais l'hypothèse, moi, je ne veux pas vous l'imposer parce que je ne la démontre pas, que si on les laisse faire, il n'est pas impossible, je disais tout à l'heure, qu'on nous parle du 37e confinement dans 10 ans, hein, si on les laisse faire. Bon. Par les temps qui courent, ça m'étonnerait qu'il y ait une telle stabilité politique dans notre région. J'étends la région à l'Europe ici. Mais voilà sur ce que je vous disais, et essentiellement sur le changement. Pour l'instant, ça fait des années et des années, je résume l'essentiel de ce que j'ai voulu dire, qu'on nous assène réforme sur réforme que j'ai rebaptisé contre-révolution sur contre la révolution, c'est-à-dire de faire écrouler des acquis que nos anciens s'étaient battus pour que ça devienne des acquis, et qu'on a osé appeler ça des privilèges. Ben oui, vous comprenez, il y en a marre des privilèges, n'est-ce pas? Les privilèges, il me semble, n'est-ce pas? La Révolution française, elle a été faite essentiellement contre la notion de privilège. Ça tombe bien. Les privilèges, c'est de naissance. Là, non, ça a été acquis de haute lutte. Il y a eu des morts dans ces combats sociaux.